comment vous avez travaillé le texte? Comment vous avez travaillé tous les deux par rapport? Vous aviez déjà terminé le film, David? C'est ça? Et vous avez donné les images à Annie? Comment ça s'est passé? Non, c'est l'inverse. C'est là, oui. Alors, ben, si, là il marche celui-ci. Non, mais on a déjà commencé, on l'a un peu expliqué au début, c'est-à-dire que le texte, les images existaient, ma mère, on les a visionnées ensemble, on a fait une projection avec les 5 heures de rush, 5-6 heures de rush. Et ensuite, ma mère a écrit un texte qu'elle a enregistré ensuite pendant le confinement. Et moi, je suis parti avec ça, avec le texte, la voix, enfin une bande son de la voix, et les images numérisées. Et voilà, c'est tout. On n'a pas travaillé ensemble. On n'a pas travaillé ensemble. C'est assez bizarre de dire ça, mais on n'a pas travaillé ensemble. J'ai eu une proposition de texte de ma mère, j'ai eu les images et il a fallu en faire un film. Mais tout repose sur le texte de ma mère, hein, c'est évident. Mais le travail de montage et d'édition, non, ça c'est le mot anglais, vraiment d'assemblage des images avec le son et voilà, c'est la partie film. Mais ma mère a fait un texte littéraire. Voilà, j'ai fait un texte à partir effectivement des images, mais ensuite, voilà, j'ai laissé. C'est pas mon travail. Je ne suis pas cinéaste. Hein, voilà, c'est clair. Je sais écrire, mais je sais pas. Je ne filme même pas, comme je le dis dans le film. C'est très très rare. Voilà. Et les films que vous avez trouvés étaient tous dans un état qui pouvait être exploité, ou est-ce qu'il y avait des films qui étaient définitivement perdus par un état dégradé de la pellicule? Alors, non, par exemple, vous voyez le Moscou. Il y a quelque chose qui se passe sur l'image. D'ailleurs, c'est pas bien identifié, mais j'ai appris, pour avoir fréquenté depuis que j'ai fait le film, des gens qui s'occupaient de collectage de films de Super 8 et d'archivage, enfin de conservation. Comme Normandie Images, donc, qu'ils ont des super machines, j'en ai vu, qui fonctionnent et tout ça, et apparemment, le voile les taches qui apparaissent sur le film de Moscou auraient pu ne pas y être. Voilà, très simplement, apparemment, c'est pas compliqué, il faut le nettoyer un peu, voilà. Mais ça n'enlève rien, et puis, finalement, on utilise quelque chose qui donne un sens. Voilà, donc, mais oui, on aurait pu... Et donc, vous avez des films chez vous, hein, vous pouvez trouver un auteur. D'ailleurs, ce qui est... non, mais je veux dire pas toi, avec quelqu'un dans la famille, oui, dans votre mère, par exemple, et puis voilà, oui. Un texte. C'est marrant parce qu'il enfin, la plupart d'entre nous avons comme ça des films Super 8 de côté, et ce film nous remet un petit peu voilà, je crois que c'est très bien dit dans le texte, il n'y a pas de nostalgie, mais il y a une espèce de mélancolie d'une époque. On a tous filmé des bribes comme ça de notre vie intime, de notre vie familiale. On a mis ça de côté, et moi j'ai quelques films, j'ai envie d'ouvrir le coffre et d'aller les rechercher. Ça donne vraiment envie de faire ressurgir comme ça des images du passé. J'espère bien. Je trouve que c'est fait pour donner effectivement envie, c'est-à-dire qu'on peut ressaisir, parce que c'est ça, hein, on peut ressaisir un temps passé et d'une manière qui soit effectivement, qui donne l'idée de sauver quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a une intelligence, moi je trouve, dans le montage du film, parce que je ne sais pas combien d'images vous aviez, David, combien de films Super 8 vous avez, j'imagine, vous aviez beaucoup plus de films que ça, non, comme matière, et la manière dont vous avez équilibré tout ça pour arriver à... Ah oui, d'accord. 5-6 heures de film, voilà, pour arriver quand même à un film qui fait 1 heure, 1h01, 1h02. Vous avez dû quand même sélectionner, monter, savoir comment vous aviez envie d'agencer toutes ces images pour arriver quand même à quelque chose que moi je trouve assez fort, où on voit la progression de cette famille et juste d'ailleurs jusqu'à la rupture, où on voit, et c'est ce qui est beau hein, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément quelque chose de... C'est pas forcément un drame, voilà. Non, mais c'est quelque chose qui arrive à un moment précis, et on voit l'évolution des choses comme ça, et votre manière dont vous êtes filmé, on sent des choses, on vous sent différente et un peu absente des fois, je trouve.
Alors, il y a beaucoup de questions. Je réponds ou tu réponds? Moi, je commence les deux premières, tu fais les deux suivantes. Donc, alors, pour ce qui est des images, il y a quand même 8 semaines de montage. Rien que des images, il y a 3 semaines de montage sur les sons. Il y a 3 semaines aussi sur le mixage, etc. Enfin bon, il y a un film, ça se voit pas, et je sais pas l'impression que ça se voit. Je te remercie. Je veux dire que c'était mon but. Et l'autre question, c'est que c'est pas un drame. Non, mais c'est pas un drame. D'ailleurs, une séparation n'est pas forcément un drame. C'est des choses qui arrivent. Et puis, il y en a qui se passent mal, parfois, entre les adultes. Je l'ai jamais vécu comme un... Enfin, moi et mon frère, d'ailleurs, puisqu'on était ensemble, on l'a jamais vécu particulièrement comme un drame. Et puis, quand les gens s'entendent plus... C'est beau dans le film, la manière dont c'est montré et filmé. C'est très beau dans le film d'ailleurs. La façon, je ne sais pas, je ne sais pas. De même que lorsque j'écris un livre, là, c'était de rester au plus juste des choses telles qu'elles ont été, et se sont passées, qu'elles ont été ressenties. C'est ça aussi. Oui. Et d'ailleurs, vous savez, on va sortir un film et il y aura une avant-première cette semaine. C'est The Fabelman de Steven Spielberg. Et ça paraît peut-être étrange, mais il y a un parallèle à faire entre les deux films, entre l'histoire de Steven Spielberg et la manière dont, pourquoi il est devenu cinéaste et la rupture de ses parents et de tout ça, enfin quelque chose qui est assez anodin, somme toute, voilà, comme beaucoup de séparations. Mais comment on peut arriver, et il y a, si on met les deux films bout à bout, il y aurait vraiment quelque chose, enfin je vous conseille vraiment de venir voir le Spielberg, c'est vraiment quelque chose de formidable. Pourquoi êtes-vous passé du jeu à elle dans votre commentaire? Au début du film, vous dites je, puis tout à coup, vous dites elle. Non, quand je fais une distanciation, bien sûr, mais ça m'arrive aussi beaucoup dans mes livres. Je pense c'est quand je me considère de l'extérieur et à plus forte raison dans un film, dans des images. Là, c'est plus la mémoire. C'est pas non plus une photo, c'est vraiment pris dans un temps qui m'apparaît comme n'étant plus du tout le mien. Donc c'est un peu normal que j'objective et que je dise elle à la place de je. Je joue avec effectivement les pronoms dans ce texte du film de la même façon, mais beaucoup plus discrètement que je ne le fais dans les années, bien sûr. Voilà, je pense que peut-être que je ne sais pas trop d'où vient votre étonnement, si je puis me permettre. Parce qu'à un moment, je crois que c'est au tiers le début du film, votre « elle » a été frappant. Je n'entends pas là. Pardon. À un moment, vous avez dit « elle » et vous êtes en train de commenter votre photo avec un regard sur le lointain. Oui. Et le « elle » sonne en... Bref, alors, la femme qui est à l'image, oui, je dis ne sais pas, effectivement. Oui, c'est vraiment, je crois que c'est en regardant cette séquence-là que immédiatement j'ai formulé mon sentiment de cette façon-là, avec une forme. D'abord parce que dans le Beyrouth, où j'ai une robe longue, où je suis au milieu d'officiels, etc., je suis vraiment alors en dehors, hein, vraiment en dehors de là où je suis. Et par la même occasion, je ne dis pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très bizarre, même maintenant, ça me paraîtrait incongru de dire, pour cette séquence, je suis... Non, c'est vraiment, je suis une autre et je ne suis pas là. Voilà. Donc, c'est la formulation objective qui me vient pour ce passage. Merci. Bon, je suis très émue de vous rencontrer, Annie Ernaux, et moi-même je suis venue avec mon fils, comme vous êtes venue avec le vôtre. Voilà, c'était le petit aparté, mais je voulais aussi évoquer la qualité du film Super 8.
En effet, tout à l'heure, vous avez suggéré que le film s'abîme, et moi je vois vraiment une qualité de cette altération du film. Pour moi, cette altération évoque cette matière du temps. Et dans ce film vidéo, il me semble que cette matière du temps est vraiment très présente et très forte. Elle agit comme un filtre qui nous transporte dans cette époque que j'ai moi-même connue et qui fait qu'aujourd'hui mon fils peut sentir, palper cette dimension qu'il ne connaît pas, mais qui est très sensorielle. Écoutez, je vous remercie pour votre analyse, dirais-je presque, enfin, parce que c'est évident que pour moi c'était l'intérêt, ce qu'il y avait d'essentiel dans ce travail sur les images, et c'était de rendre justement ce temps avec le grain du temps, d'une certaine manière aussi, et avec cet emportement par les événements. Et voilà, je pense que c'est ce qui me paraissait le plus important à faire ressentir en réalité. Voilà. J'aimerais parler de la scène de la corrida. Alors c'est l'une des seules que vous ne commentez pas, qui n'est pas un paysage. Est-ce que c'est vous, Annie, qui avez fait le choix de ne pas commenter cette scène, ou est-ce que justement c'est David qui a décidé de l'intégrer dans le film, et pourquoi? C'est David, le responsable. Alors, dissipons tout malentendu. Cette scène de la corrida n'est pas une apologie de la corrida. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'ai bien veillé à ce que le son, la musique qui accompagne, d'ailleurs il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruitage en fait sur cette séquence, pour justement la mettre à distance et en faire quelque chose de, et je dirais pas d'irréel, mais d'absurde, vu avec une sorte de regard un peu distant et dégoûté. La musique est volontairement s'embourbe un peu dans des basses, dans des trucs comme ça, enfin dans des sons un peu qui n'avancent pas. Vraiment pour en montrer l'absurdité. Alors, pourquoi elle arrive à cet endroit? Déjà, elle arrive logiquement dans l'Espagne, donc c'est ainsi que ça s'est fait. Je l'ai gardé parce que c'était un moment... Alors déjà, parce que quand j'ai vu les images, ce sont des images qui sont extrêmement fortes. À l'endroit où elles arrivaient, elles prenaient une dimension symbolique, involontaire, je dirais, mais il se trouve que c'était à ce moment-là. Et puis, je trouve que la séquence est assez bien filmée, et je voulais garder, d'une certaine manière, la parole de mon père à ce moment-là. C'est-à-dire que ma mère explique la distance du couple, et sa parole, en fait, c'est sa manière de filmer, c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qui reste, et donc c'est une manière pour lui peut-être de dire à ce moment-là quelque chose. Voilà, je ne sais pas. J'aime bien me laisser à des endroits du film des choses que j'aime, mais que j'aurais beaucoup de mal à expliquer, à justifier. Pourquoi le mettre là? J'ai donné quelques pistes, mais c'est des trucs qui viennent a posteriori, mais je sais qu'elles devaient arriver là. Au tout début du film, quand vous êtes à Annecy, à un moment donné, votre ex-mari filme votre maman, et vous dites ma mère, c'est le début, et mon mari, c'est l'arrivée. Enfin, vous dites pas mon mari, mais sous-entendu, la personne qui filme est votre arrivée. Et j'aimerais que vous donniez un peu une explication de ce commentaire. J'ai peut-être mal compris, mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Oui, si je me souviens, c'est-à-dire que je ne peux pas leur parler de... Je ne peux pas dire, c'est impossible. Ma mère illustre effectivement mon origine sociale.
Et mon mari, la fin, du moins là où j'en suis à ce moment-là. Et donc, Les armoires vides, c'est mon premier livre, illustre effectivement ce passage d'un monde dans un autre. C'est ça le livre, Les armoires vides. Mais c'est un roman, parce que le personnage l'appelle Denise Le Sûr, et non pas, et je ne dis pas je dis je, mais c'est avec un autre nom. Bon, et donc c'est un roman, dans sa construction également, mais c'est effectivement, ça illustre ce passage-là. C'est pour cela que je parle, que je dis que je ne peux pas... enfin, que l'un et l'autre, ils sont là, quoi. Ils illustrent, ils sont corporellement le signe même, je veux dire, de ce que je suis en train d'écrire. Je reviens sur le je et sur le elle qui est dans le film et qui est aussi dans vos livres. Moi, j'ai envie de dire que quand vous dites je et quand vous dites elle, pour nous, les femmes, vous dites nous très souvent. Et je crois que pour plein de gens aussi, mais surtout les femmes, puisque vous avez quand même beaucoup parlé de nous en parlant de elle ou de je. Et ça, c'est un grand bonheur et un grand honneur que vous nous faites à nous, et je voudrais vous en remercier de tout cœur. Et ce film, je l'ai vu avec beaucoup plus d'émotion, parce que vous êtes là, mais aussi je l'avais vu sur Arte TV, et évidemment, c'est encore plus émouvant, et de le revoir sur grand écran et en votre présence. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie. Oui, mais c'était, il y avait bien sûr dans mon désir, dans le récit que je faisais et qui, de toute façon, pouvait se voir dans les images, que c'était un parcours de femme aussi, qui était sous forme d'images détachées, bien sûr, dans ces films Super 8, mais qui était très sensible, et bien entendu, moi, seule, pouvais dire ce que pensait cette femme, ce qu'elle éprouvait. Voilà, et si, par une supposition que ce soit mon mari qui ait fait le récit, ça aurait été effectivement tout à fait autre chose, bien entendu. C'est voilà. Vous parlez de Philippe Ernaux comme s'il y avait déjà beaucoup de distance. Enfin, en tout cas, on voit. Et puis, vous avez quand même choisi de garder son nom, et j'avais envie de vous poser cette question, que si c'était en lien avec vos enfants ou en lien ou lié à l'époque, je ne sais pas. Tout simplement, j'ai commencé d'écrire sous ce nom, Annie Ernaux. Le livre Les armoires vides sort en 1974, et j'assume tout à fait donc que je suis l'auteur du livre qui est en train de sortir. Et après, j'ai gardé ce nom, ce qui est tout à fait naturel comme nom d'auteur. Donc je ne me suis absolument pas posée. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que je considère ma vie comme quelque chose qui continue, et je n'ai pas de remords. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas de regrets. J'essaye de ne pas du tout avoir de regrets, mais je n'en ai pas. Et surtout pas de me dire j'ai commis une erreur. Parce que peut-être que j'ai commis une erreur, mais je l'ai voulu cette erreur. J'ai voulu me marier, j'ai voulu changer de nom. Et j'assume complètement, et je poursuis ma vie, et je poursuis avec ce nom-là. Je ne me vois pas du tout revenir. Je ne serai jamais à nouveau Annie Duchesne. Je ne serai jamais cette jeune fille qui s'appelait Annie Duchesne. Je suis une femme qui s'appelle Annie Ernaux, et à ce moment-là, et donc ça continue, c'est un peu ça. Alors j'appelle effectivement, c'est cette distance, sans doute cette distance
que j'ai eu après le divorce avec mon mari, quand même pendant jusqu'à la fin de sa vie, jamais, on ne s'est jamais retrouvé, revu. Donc voilà, je peux m'autoriser de l'appeler Philippe Ernaux. Tu m'avais expliqué aussi que au MLAC, dans les réunions, on utilisait toujours le... Oui. Oui, je veux dire que dans les années 70, il était très fréquent que l'on parle de son mari en l'appelant par son nom et son prénom et son nom, et non pas seulement Philippe. Voilà, c'était une... Voilà, c'était... Oui, enfin des réunions de femmes, oui, bien sûr, oui, au MLAC, où j'allais, effectivement. Bonsoir. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'étais sensible à la justesse de vos mots, ce style à l'économie, la précision, flaubertienne presque. Mais dans la manière de poser votre voix, la cadence, le rythme, est-ce que vous avez pensé à d'autres films sur lesquels une voix est posée? Moi, j'ai pensé pendant tout le film au film de Guy Debord. Vous savez, Une Jérôme, Nous tournons dans la nuit. Je n'ai pas vu ce film, donc je n'ai pas de modèle de la voix. Je n'ai pas de modèle de la voix. Simplement, j'avais, ça va peut-être vous paraître très bizarre, mais il y a des films qui ont été où la personne qui parle, c'est Frédéric Mitterrand. Et Frédéric Mitterrand avait un phrasé que je trouvais toujours tout à fait intéressant, c'est-à-dire que immédiatement on était pris dans l'histoire. Et surtout, il y a, je ne sais pas, je crois que j'avais un peu ce modèle-là dans la tête de ce film Lettres d'amour en Somalie. Voilà, c'était, je crois, quelque chose comme cela, qui donne le sentiment d'une continuité, d'une grande continuité. Et c'est ça, qu'il n'y ait pas du tout d'interruption. Alors, évidemment, tu as mis des interruptions, le texte a été coupé, mais il reste quand même dans cette fluidité-là. C'est ça. Voilà. Par ailleurs, le dispositif initial du film qui a été respecté, c'était vraiment une voix et des images avec chacun une autonomie. Et je trouve ça extrêmement... Enfin, si le dispositif m'est venu, d'abord c'est parce que moi j'ai fait anciennement du journalisme scientifique et du documentaire institutionnel, mais c'est parce que je trouve que la voix et les images font quelque chose d'extrêmement étonnant, et il y a un usage qui est complètement différent des reportages qu'on peut voir où en fait la voix vient décrire l'image, expliciter l'image à chaque fois. Enfin, c'est un peu, elle a à peu près toujours la même fonction, tandis que là, avec cette voix, on a quelque chose. Enfin, j'ai essayé de travailler un autre niveau, un autre usage de la voix off par rapport aux images, avec plusieurs tentatives que vous pourrez repérer si vous regardez de nombreuses fois le film. Enfin, si on voit le film après, on voit que la fonction n'est pas toujours la même entre les deux, ça bouge différemment. Voilà. Je me posais la question, vous Annie, vous avez posé le texte, David, vous avez créé les images et vous les avez montées. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie aussi de donner votre point de vue d'enfant, puisqu'on a le point de vue de femme d'Annie, sur ces images? Est-ce que vous avez eu envie de pouvoir parler aussi avec votre point de vue d'enfant de l'époque? La question s'adresse à moi, j'imagine. Oui, effectivement. J'ai bien compris. Mais écoutez, non, j'ai eu à aucun moment le désir de donner mon opinion d'enfant. D'abord parce que j'étais jeune, enfin je veux dire, j'ai commencé, enfin, j'apparais à 4 ans et je finis à 11 ans. Non, 13 ans. Donc bon, mon opinion a changé. Enfin voilà, j'ai pas d'opinion. De toute façon, c'était pas mon projet. Là, je suis réalisateur, c'est-à-dire je m'adapte à un scénario
dans un film que j'ai imaginé. Donc je respecte le scénario et je respecte le propos. Et si je parle, et je crois que je parle quand même, c'est dans l'organisation des séquences, c'est dans le montage même, qui est un terrain de réflexion et de travail absolument passionnant et qui me remplit complètement. Vous n'aurez pas ni Arnaud. Bonsoir. Donc je voulais vous poser une question un peu sur votre œuvre, Annie Ernaux. Alors dites-vous que vous êtes une écrivaine qui pratiquait une sorte de sociologie appliquée à soi. Mais je voulais savoir si vous, ce que vous pensiez de deux auteurs. Donc il y en a un qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Jacques Rancière, qui est un philosophe, qui a travaillé beaucoup sur la question de l'émancipation, savoir si vous aviez une sorte de connaissance et d'intérêt pour ce philosophe. Et puis sur Édouard Louis, qui se déclare un peu comme un de vos héritiers, savoir un peu comment vous vous situiez par rapport à ce réseau d'auteurs. Alors, par rapport à Jacques Rancière, j'avoue que je le connais effectivement comme philosophe, mais je n'ai jamais lu que des textes détachés ou des choses qu'il a écrites dans Le Monde, par exemple. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait une influence d'une manière ou d'une autre sur moi. Dans la question de l'héritage, au fond, en littérature, c'est évidemment difficile pour moi. Je constate effectivement que on peut dire que Édouard Louis a été, comme il le dit lui-même, on peut pas dire influencé, mais disons, il a poursuivi, mes livres lui ont permis aussi de trouver sa propre voie d'une autre façon, mais toujours effectivement avec cette révélation je peux dire, la transfugivité de classe, si on veut généraliser ce terme. Voilà, je pense que c'est plus à ceux qui sont les héritiers, entre guillemets, de s'exprimer plutôt que la personne qui est prise en quelque sorte comme modèle, ou du moins qui influence. C'est difficile de dire, de donner comme si c'était une façon de donner des bons points, dire oui, vous me suivez, non, c'est pas pareil, etc. Je crois que de toute manière, il y a forcément des différences qui tiennent au parcours de vie, mais aussi tout simplement à l'écriture, qui reste toujours quand même quelque chose d'extrêmement personnel, où tout ne s'explique pas. Je ne sais pas, je pense que peut-être ma réponse ne vous satisfait pas, mais je n'en vois pas beaucoup d'autres. Vous faites partie de ces auteurs, pour moi, qui sont des modèles de vie, comme l'a cité la précédente personne, peut l'être Édouard Louis, des personnes qui, lorsque vous écrivez votre vie, vous écrivez la nôtre, vous nous donnez une force, voilà, on a une force qui ressort de vos lectures, un pouvoir de résilience qui fait qu'on se dit que, malgré tous les drames qu'on peut traverser, on a évoqué le deuil, il y en a plein d'autres, la vie, elle vaut le coup d'être vécue, en fait. Malgré parfois les erreurs les chemins, les drames qui peuvent survenir, la vie vaut le coup d'être vécue. Et ce film, aujourd'hui, vient rappeler ça à travers les gens, à travers les autres, et à travers l'importance du passé dans nos propres existences. Ce film, moi, il m'évoque beaucoup de choses, puisque actuellement, j'ai ma grand-mère qui est en train de partir de la maladie d'Alzheimer. Donc la question de la mémoire, elle est très, très présente dans ma vie actuellement. Et de revoir des images comme celle-ci, qui sont les vôtres, évoque les miennes. Et rien que pour cela, merci.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Je n'ai rien à ajouter. Je me dis que ça vaut le coup d'écrire. Voilà. Alors vous dites au début du film que la caméra c'était un peu l'outil avec lequel on voulait capturer le positif. Ce qui est un peu paradoxal avec ça, c'est que en fait les images elles en disent beaucoup plus dans ce qu'elles montrent pas, dans le fait qu'elles disent rien, dans ce qui, pardonnez-moi le jeu de mots, ce qui s'imprime dans le négatif en fait, tant sur l'image que en fait dans la mémoire et comment on la vit, comment on la raconte surtout. Et je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'au début vous évoquez la mort de votre père, puis ensuite le retour de votre mère dans la maison de Cergy. Donc du coup on voit la maison de Cergy, puis on voit juste que votre mère elle y est pas en fait. Et du coup je me demandais dans le processus d'écriture comment on décide de parler de ce qu'on voit pas, de ce qui a disparu ou voilà. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout entendu, déjà, c'est un petit peu gênant. C'est la question, comment on décide d'écrire sur sa mère, pas forcément sur votre mère ou sur le deuil en général. Ah, sur la disparition. Plutôt, qu'est-ce qu'on décide de dire, qu'est-ce qu'on décide de laisser, comment c'est justement, je veux dire, c'est de lutter contre... Quand même, l'écriture, c'est lutter contre le temps, aussi lutter contre la mort, contre la disparition. C'est pas un scoop que nous tous ici, un jour, il n'y aura plus personne. Et de voir ces choses en face, et d'aimer la vie. Et d'aimer la vie, c'est ça. Et d'aimer la vie, ça va ensemble. Et de vouloir, justement, garder l'image, le souvenir, et même dans ce que ça a de douloureux. Mais ces sentiments que l'écriture est cette façon de sauver. C'est la dernière phrase de mon livre Les années, sauver quelque chose du monde où on ne sera plus jamais. C'est ça. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment le but ultime de l'art en général. Même, je veux dire, aussi la musique, et dans sa transformation, et la peinture, et l'écriture a sa fonction spécifique, là, bien sûr. Hein, c'est ça. Et là, dans le film, c'est une des satisfactions, enfin, disons, d'avoir un désir, au fond, qui a été réalisé, c'est de pouvoir d'avoir mis aussi je veux dire, d'avoir inclus, au fond, des personnes qui appartiennent à ma vie, qui ont appartenu à ma vie, et de les mettre, au fond, aussi ensemble, d'une certaine manière, dans un film. Et de mettre cette famille aussi dans le monde, d'où elle touche d'autres personnes. C'est ça, c'est ça la finalité, au fond. Je l'exprime ici, mais bien sûr je ne la pense pas à chaque mot que j'écris, du tout. Mais je sais bien que c'est ça qui me motive dans tout ce que je peux écrire. Écoutez, on est ravis de cette rencontre. Je pense que vous êtes vraiment des privilégiés ce soir, parce que beaucoup rêveraient d'être à votre place dans cette salle. Et puis on a envie de laisser aussi Annie à revenir à l'écriture. Et oui. Et peut-être qu'il va falloir qu'après tous ces événements là, quand même, qui sont quand même. Pas ce soir, quand même. C'est ça. Mais, en tout cas, vous venez quand vous voulez, David. Oui. Annie, vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenue. Et c'est peu de le dire à Yvetot, enfin voilà. On aurait bien aimé être à Yvetot tout à l'heure. Mais on est là à Rouen aussi. On est bien aussi voilà. Ici. Écoutez, merci en tout cas à Annie et David. Annie, merci beaucoup. On peut vraiment leur faire un grand bravo parce que